Pour clôturer ce Forum Co 2025 dans le département de la Manche, on est bien dans la Manche, hein. Moi je resterai bien en fait pour tout vous dire. Voilà, une plénière de clôture. Alors, Forum Co, on n'a pas choisi ce nom par hasard, hein. Forum, c'est un endroit où voilà, on parle, où il n'y a pas de hiérarchie entre les participants, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça qu'on le voit chez Culture Co. Bon, il s'avère qu'on fait ça dans un théâtre, donc forcément il y a un rapport scène-salle. Et puis quand on a voulu monter cette dernière séquence, on s'est dit qu'on allait épargner l'archipel de démonter tout son rang de gradin pour tous se mettre à plat. Donc on va le jouer comme ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange avec chacune et chacun d'entre vous au cours de cette dernière heure, hein, cette heure et quart de table ronde de clôture, puisque notre objectif, c'est de finir autour de 12h15 pour ensuite clôturer l'événement avec quelques remerciements. Et la liste est longue. Voilà, donc on va démarrer cette table ronde de clôture avec cette idée de proposer à la gouvernance de Culture Co, incarnée par le président Claudie Le Breton, par Mireille Pinault, vice-présidente de Culture Co également, directrice de la culture du département de Loire-Atlantique, et bien entendu Catherine Brunorine, vice-présidente du département de la Manche, notamment, alors il faut que je lise, pardon Catherine, en charge de l'attractivité, de la valorisation du territoire et de la culture, représentante de départements de France aussi pour cette table ronde et vice-présidente de Culture Co. Et pour piloter cette table ronde, on sera en binôme avec Laurence Loyer-Cambourg, donc directrice de la culture de la Manche, que vous connaissez bien, et moi-même. Voilà, je vais laisser du coup maintenant la barre à Laurence et je la reprendrai après. C'est mieux comme ça. Bonjour à tous. Donc voilà, un temps d'échange et de feedback un peu sur tout ce qu'on a pu traverser pendant ces deux journées. Et donc à chacun d'entre vous, je vais poser une question, enfin 2 questions, et chacun va pouvoir y répondre et on va avancer. Et puis ensuite, on pourra échanger effectivement avec vous tous. Donc sur tout ce qu'on a pu traverser, à la fois les idées inspirantes et les nouvelles dynamiques qui ont pu être évoquées, à la fois par les intervenants dans le cadre des tables rondes et nos collègues, quels sont pour vous les points qui vous ont le plus marqué dans les propositions qui ont été présentées par nos intervenants et adhérents, et est-ce que vous avez des points de divergence ou des points d'alerte voilà, à nous transmettre? Je vais donner la parole à Mireille dans un premier temps. Merci. Alors, c'est moi qui ai la lourde tâche de démarrer. Alors, peut-être vous dire que par rapport à cette première question, qu'est-ce qui m'a le plus marqué, c'est peut-être une sorte de fil rouge à travers l'ensemble des interventions, particulièrement sur les tables rondes d'hier matin. Qui ont été très inspirantes, sont très inspirantes, je pense, pour chacun et chacune d'entre nous. Et moi, il y a une sorte de fil rouge comme ça qui est apparu, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites vraiment très intéressantes. Mais quand on part avec Blanche Léridon de la question de la défiance, ou même si elle dit que elle est centrée sur le niveau national aujourd'hui et que le bloc local est préservé, on sent bien qu'il y a une question quand même du citoyen vis-à-vis de défiance, enfin d'appréhension du citoyen, d'appréhension négative du citoyen vis-à-vis de la chose publique, en tout cas du doute qui est probablement là. Quand ensuite Florence Janicatrice nous parle d'évaluation et nous recommande de nous méfier parce que l'évaluation aujourd'hui, elle est plus utilisée de façon disqualifiante pour justifier des baisses de dépenses publiques et non pas de façon qualifiante. Et là, du coup, pour qualifier notre action, nos missions et nos politiques. Et là, se pose la question de se saisir quand même, évidemment, de cet enjeu-là
parce que c'est aussi comme ça qu'on parle de sens. Ce qui vient croiser très vite la question de l'intérêt de montrer dans cette idée d'aller vers une évaluation qualifiante, l'empreinte civique, sociale de l'action publique et de l'action culturelle en particulier sur l'ensemble d'un territoire, sur des citoyens, des habitants. Ça m'a fait repenser qu'il y a une expérience comme ça qui a été menée sur 2 scènes nationales dans la région parisienne, à Bobigny et à Ivry, en s'associant avec des géographes pour mesurer cette empreinte civique. Et ça, peut-être que nous avons à rechercher, à tirer ce fil-là pour redonner, pour nous repositionner sur l'échiquier des politiques publiques et du sens de tout ce que l'on mène, parce que, comme nous l'a dit Florent Guénard, la culture est au cœur, la culture œuvre pour la démocratie. Et c'est quelque chose qu'on doit réussir à mettre en exergue. Moi, ça m'interroge. Et pour arriver ensuite aux expérimentations qui ont été présentées par Réjeanne Souriceau et qui illustrent ça, c'est-à-dire le pouvoir des artistes qui viennent travailler avec des chercheurs, qui viennent travailler sur une thématique. Elle nous a parlé du Parlement de la Loire et qui vont faire avancer un certain nombre d'idées, mais ça se situe aussi sur des questions de santé, de nutrition, d'aménagement d'espaces publics. Ça traverse en fait tous les champs de notre quotidien, et les artistes ont leur place pour alimenter tout ça. Et là, je me dis, à travers tout ça, on a vraiment quelque chose à creuser. C'est ce qui m'a marqué pour cette première intervention. Merci Mireille. Catherine, la dimension citoyenne, civisme, la participation au vote, c'est aussi des éléments d'alerte? Oui, alors c'est vrai que moi aussi j'ai été... les tables rondes de l'ouverture de la plénière hier matin, en fait, à chaque intervenant, je me disais, nous partons d'un postulat qui est plutôt négatif, pessimiste, et en fait, quand on creusait un petit peu, on s'apercevait qu'il y avait plein de possibilités d'améliorer les choses et qu'il fallait gratter un petit peu et qu'il fallait pas se contenter de ce qui pouvait être affiché en termes de pourcentage, en termes numériques, mais que derrière, voilà, il y avait beaucoup de choses à creuser. Je prends peut-être pour exemple la dimension effectivement citoyenneté, civisme, où on sent qu'on nous parle toujours de cette crise, hein, des citoyens qui sont plus concernés par la vie politique, qui ne vont plus dans les bureaux de vote. Et en fait, on s'aperçoit que si, il y a de plus en plus de gens qui votent. Alors attention derrière, hein, pour voir ce qui les motive, ça c'est une première chose, mais que la défiance qu'ils pourraient avoir effectivement envers les institutions n'est pas une défiance de principe, que c'est plutôt une désillusion qu'ils ont par rapport à des attentes qui sont très fortes. Et donc une grosse implication, et qu'il suffirait de répondre en tout ou partie à ces attentes pour qu'il y ait à nouveau une remobilisation, et que donc c'est pas les institutions en tant que telles qui sont remises en cause, mais vraiment la manière dont la démocratie aujourd'hui est exercée et pratiquée, on va dire. De même, on nous parlait de la fracture des générations, et en fait, là aussi, on s'aperçoit que les générations se rejoignent sur beaucoup de sujets, que la question de l'environnement, de l'écologie, de l'évolution climatique est un sujet qui réunit tout le monde, la question du pouvoir d'achat, et qu'en fait, on a tendance à appuyer là où il y a des divisions, et pas du tout là où les gens se retrouvent et pourraient travailler ensemble. La question aussi... des chiffres et de ces indicateurs qui sont inadaptés, ou en tout cas qui produisent même des effets pervers. C'était très intéressant d'entendre que nous étions en fait toujours dans un imaginaire industriel. Moi, je prends l'exemple du PIB, ça m'a énormément marqué, puisqu'en fait, 80% aujourd'hui de notre production, c'est la production des services, et que le PIB mesure pas du tout ça, et qu'on est vraiment dans des mesures de volume, des mesures de productivité, voilà, donc des choses qui sont encore en place, et donc qui donnent une image qui est
décalé en fait de la réalité. Voilà, donc tout ça, il suffirait de corriger, ces indicateurs, de corriger ces méthodes de mesure pour que on ait déjà une image très différente de ce qu'est notre société aujourd'hui et donc des attentes et de ce qui fait l'intérêt commun, là où il y a beaucoup de gens qui se rejoignent. Et puis j'ai noté aussi un point en ce qui concerne la présentation qui nous a été faite des financements. Donc vous l'avez vu, hein, je vais pas revenir dessus. On vous a bien expliqué que c'était un problème structurel, l'augmentation des dépenses, la baisse des recettes, la question de ce qu'on appelle la rigidité, c'est-à-dire toute la partie sur laquelle on ne peut pas agir, donc un pourcentage très important, autour de 70% du budget des conseils départementaux où on n'a aucune marge de manœuvre. Et parmi tout ça, quand même, le 1% du budget culture qui est maintenu. Donc, c'est quelque chose qui interpelle un petit peu. On se dit, comment est-ce qu'on peut maintenir un budget dans une... bon, c'est la moyenne nationale, hein, mais voilà, on sait qu'il y a des grandes disparités. Donc, peut-être que ça, ce serait à creuser pour aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce 1% quand même. Donc, Département de France m'avait confirmé ce chiffre. Et voilà, moi, je pense que ce serait intéressant de creuser. Et puis, peut-être pour prendre le contre-pied de ce que je viens de vous dire, voilà, là où on nous annonce des choses un peu catastrophiques, où il y a des possibilités d'évolution, il y a aussi, on vous annonce, il y a des annonces qui portent une espérance, et peut-être qu'il faut aller creuser derrière, puisque dans les propositions qui ont été faites par le Premier ministre, vous savez qu'il y a une proposition de transfert d'une part de la CSG. On pourrait se dire, bien, ça va venir résoudre nos problèmes budgétaires. Pas du tout, parce qu'en fait, si on regarde bien, cette proposition, elle s'accompagne de nouveaux transferts de compétences, donc de nouvelles dépenses. Et donc, non seulement ça ne viendra pas résoudre les problèmes que nous vivons aujourd'hui, mais peut-être même que ça viendra les accroître si la proportion CSG ne correspond pas aux besoins de ces nouvelles compétences transférées. Voilà. Merci Catherine. Claudie, de ton côté, quels ont été un peu ces points qui t'ont frappé? Alors, les points qui m'ont frappé, c'est que je suis venu des Côtes-d'Armor vers la Manche et tout au long du parcours, y compris dans ce département, quand nous sommes arrivés, il y avait un ciel bleu magnifique et du soleil. Et j'ai voulu y voir un présage positif, d'autant plus que pour le conseil d'administration, nous nous sommes réunis dans un lieu très emblématique sur le plan spirituel, le Mont Saint-Michel. Donc, quand vous venez et vous commencez quelque part le forum par ce pèlerinage citoyen et républicain dans ce mont et dans l'approche du département, c'était déjà quelque part un signe. Le deuxième point, c'est que très vite, j'ai écouté, regardé, et compte tenu du contexte, je me disais, on a des représentants des conseils départementaux, on a aussi nos agences qui existent, départementales, depuis plusieurs années, qui composent quelque part nos adhérents et nos adhérentes de notre association. Et je n'ai pas senti un seul moment du défaitisme, de l'abattement. Au contraire, j'ai entendu, écouté des hommes et des femmes qui sont prêts à combattre pour la démocratie départementale, pour la culture, dans ce qu'elle donne du sens à nos vies, et j'ai trouvé que c'était extrêmement positif. Ce qui m'amène sur le troisième point que nous pourrons peut-être développer, c'est compte tenu du contexte mondial qui pèse. Parce que quand on parle de la mondialisation, on voit la planète, on voit les États, on voit les États-Unis, la Chine, etc. Mais la mondialisation, chacune et chacun la vit dans son territoire, dans son village, dans son quartier, dans sa ville, dans son département. Et ça s'inscrit et on pourrait là être véritablement dans une morosité et plus. Et je pense que c'est dans des temps comme ceux-là que souvent ont été conduites les plus grandes réformes. C'est après 1945, la Seconde Guerre mondiale, qu'on a créé les retraites, la sécurité sociale, un certain nombre de très grandes réformes
qu'ont marqué depuis ces années-là notre pays et notamment la construction européenne. Et j'ai envie de dire qu'ici, à Culturco, à notre niveau, je pense qu'il faut que dans les heures qui viennent, pas d'abattement, mais de l'audace. C'est le moment pour nous d'avoir de l'audace. Et ça, à notre niveau, dans le cadre de nos responsabilités, je pense qu'on doit être dans cet état d'esprit lorsque nous allons quitter la Manche pour retrouver nos départements. Et je crois que et si on se rassemble et si on se réunit, c'est justement pour dire qu'il y a de l'espoir, et on va se battre et on va continuer certainement à en discuter dans l'échange que nous allons avoir avec vous. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Eh bien, on se tourne vers la salle du coup et on va vous poser également la question. Je m'appuie sur mes collègues pour faire tourner les micros pour voir un peu, en écho à ce que viennent de nous dire Claudie, Mireille et Catherine, quels sont les points qui vous ont le plus frappé depuis qu'on a ouvert ce forum avant-hier soir, et finalement peut-être les points sur lesquels aussi vous avez des points d'alerte ou des divergences. Voilà, le forum est ouvert. Est-ce qu'il y a une prise de parole ? Dominique Poirot, si ma vision est bonne, non. Après. Ouais, je suis désolé. Tu peux te présenter, Marc ? Non, juste ce qui est mis en avant, je pense, et ce qu'on voit comme révélateur ailleurs sur plein de sujets en France, c'est le manque de relations et la difficulté des relations entre les collectivités et particulièrement avec l'État. Donc, je ne sais pas si l'État est représenté sous une de ces formes ici, mais c'est vraiment ce dont on souffre finalement, en tout cas, c'est ce que j'entends dans le témoignage, c'est ce qu'on fait subir au département, ces mouvements descendants ou autres. Mais en tout cas, il y a ce manque de relations sur des sujets qui forcément sont transversaux. Moi, j'en pense à un autre qui forcément apporterait grandement à la culture, nos problèmes de mobilité, sur lequel on connaît, pour avoir largement bossé le sujet, sur des sociétés privées qui travaillent avec l'État, avec la région. Donc tous se renvoient la balle. Et le département, je crois, a un rôle fondamental là-dedans, puisqu'il il travaille sur les routes. Et donc on a vraiment cet émiettement actuellement qui est notre vieille politique dont on souffre. Et finalement, moi j'entends ce témoignage-là. Cette vieille politique, c'est finalement que les sujets soient saucissonnés, que de temps en temps on refile le bébé avec quelques secrets derrière au département par exemple, et donc on souffre toujours que les sujets finalement ils ne puissent pas être abordés dans leur ensemble, puisqu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, et finalement on se renvoie la balle, c'est de la faute de l'État, c'est de la faute de l'Intel, c'est de la faute d'Intel, et on peut sur cette manière de fonctionner, difficilement avancer sur des sujets fondamentaux. Par exemple, le transport, qui est un sujet fondamental ici, dans la Manche, un département plutôt nucléaire, sur lequel on est un des plus pauvres, par exemple, sur le secteur ferroviaire, ce qui est un grand mystère politique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'où vous parlez ? Qui vous êtes ? Je parle de Montmartin-sur-Mer exactement. Je suis élu Norma, donc Normandie Musique Actuelle, et SMA, Syndicat Musique Actuelle. Merci de le rappeler. Merci. Vous voulez réagir ? Ok. Dominique Poirot. Oui, donc Dominique Poirot, vice-présidente Culture et Patrimoine au département de Loire-Atlantique. Moi, je retiens ce que tu viens de dire. C'est pas d'abattement, mais de l'audace. Et franchement, moi, si je suis venue là, il y en a vécu une année 25 horrible. Mais ce que j'ai ressenti à travers les différents témoignages dans les ateliers, c'est que voilà, on est là aujourd'hui, pendant ces 3 jours, pour porter une parole des départements, pour démontrer et faire de la pédagogie, pour dire que les départements sont indispensables et que on croit dans notre collectivité pour donner du sens à la vie. Et ça se passe à travers la culture,
qui est transversale de toutes nos politiques départementales et bien au-delà. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes sur l'aménagement culturel du territoire. Moi, j'y crois beaucoup. Je crois beaucoup à le rôle du département comme une collectivité de proximité qui peut faire parler les gens ensemble, qui peut faire dialoguer, qui peut trouver ensemble des solutions. On l'a dit, les ressources ne sont pas inépuisables. On voit bien que l'argent public se raréfie. Mais comment on fait pour faire ensemble que on puisse alors pas redistribuer, j'aime pas trop ce mot-là, mais faire en sorte que ce soit beaucoup plus équitable dans nos critères, dans nos façons de fonctionner avec les acteurs culturels, avec les citoyens. Je pense qu'il y a vraiment... Moi, j'ai l'impression de vivre à une époque où il y a une révolution qui est en train de se mettre en marche, qu'il faut essayer de ne pas oublier les apports du passé, mais ne pas être enfermé aussi dans une rigueur ou des critères qu'on continuerait malgré tout à vouloir mener pour mener nos politiques culturelles. Je pense que si on est tous là, on est tous convaincus, et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a porté. J'ai besoin d'arguments moi, pour défendre un budget culturel, mais ça a toujours été de tous les temps, hein, même quand on avait de l'argent. Je pense que la culture, c'est toujours difficile à défendre, même si tout le monde est convaincu que c'est essentiel, surtout quand on est traversé par des crises mondiales ou des crises épidémiques qui fait qu'on peut plus se rassembler. Donc, je pense que là, on a de la matière pour les BIS, pour vraiment porter les départements comme... alors, j'aime pas trop les termes de chef de fila ou choses comme ça, mais faire en sorte qu'on ne fasse pas disparaître. Voilà. Merci Dominique. Merci Dominique. Je crois que c'est Philippe Sanchez. Oui, je m'étais inscrit dans la liste. Comme on est les uns à côté des autres, on se passe le micro. Philippe Sanchez de l'IDAC, l'agence culturelle du département de la Gironde. Parfaitement d'accord avec tout ce qui a été dit et ce que vient de dire Dominique. Témoignage quand même sur le département de la Gironde, où évidemment nous avons des élus de la majorité, mais aussi une bonne part de l'opposition et de l'ensemble des sensibilités politiques qui sont pour poursuivre le développement des territoires, pour reconnaître l'utilité de la vie associative, de la culture, du sport comme constitutif d'une action politique nécessaire à la légitimité même des conseillers et conseillers départementaux dans leur territoire, puisqu'ils sont les premiers confrontés à pouvoir accompagner leur canton. Il en ressort malgré tout, pour celles et ceux qui ont vu la presse, pas toujours sympathique, notamment à l'endroit de la culture d'ailleurs, au niveau de la Gironde, l'énorme pression financière au bord de la tutelle ou de la curatelle pour la Gironde, avec un plan de redressement de quelques 100 millions sur 3 ans, impose de devoir faire des efforts qui dépassent de très très loin d'ailleurs le volume global des compétences volontaristes de la collectivité. Et ça rejoint ce que vous avez évoqué ces jours-ci, et la question de la supportabilité, je ne sais pas comment le dire, d'un cadre financier qui asphyxie littéralement les départements. Alors, ça se ressent plus fortement, et on l'a déjà dit, sur des grands départements, grands démographiquement, et notamment où il y a des phénomènes métropolitains et ruraux, où on condense à la fois de la dynamique TVA et DMT au Cantiana, mais aussi des dynamiques sociales très très fortes. Et aujourd'hui, moi je le vois, alors Hélène elle est partie, et hier elle devait partir, mais on voit des élus qui, tout en voulant maintenir l'ensemble de l'action, quitte à baisser la tête et à trouver les moyens de continuer à avancer. On en a parlé la semaine dernière avec le directeur général, de quand même, en faisant des efforts, se donner un horizon. Beaucoup d'élus départementaux, moi je le vois, commencent un peu à baisser la tête, un peu, comment dire, parce que l'exercice
peut paraître à un moment donné tellement difficile qu'on peut se poser la question de y aura-t-il même un après 28 pour les départements? Alors, je veux pas baisser l'enthousiasme de Dominique, elle a raison, il faut de l'audace, mais on est parfois, quand on est contraint dans des réalités financières très très dures, tout devient très compliqué quand même. Voilà. Ok, merci Philippe. Il y a Sylvestre, je crois, qui voulait intervenir. Bah, c'était pour rebondir sur l'intervention de Dominique. Enfin, moi, ce qui m'a marqué, alors évidemment, j'ai été beaucoup marqué par les tables rondes que j'ai trouvées, notamment la première. Enfin, ça nous a permis des pas de côté, de prise de hauteur hyper important dans la période aussi. Mais sur les ateliers, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que, et on l'a vu dans la restitution, c'est que d'où qu'on soit parti, en termes de réflexion et d'hypothèse de travail de départ, c'est dégager une forme de consensus. Donc le point positif, c'est qu'on a une forme de position, c'était un des objectifs de ce séminaire, autour de ce que disait Dominique, c'est-à-dire cette question de le rôle, la légitimation du rôle en tant qu'aménageur culturel de territoire. Après, la prochaine étape, c'est les bis. Et dans les scénarios qui nous ont été proposés, on a bien senti qu'il y avait aussi des scénarios qui étaient peut-être des scénarios d'autres réseaux, ou d'autres strates de collectivités, je pense notamment aux régions, où je ne suis pas sûr qu'on soit totalement aligné avec eux sur ces questions-là. Et donc peut-être que la prochaine étape, c'est la préparation, entre guillemets, d'un argumentaire pour nourrir la discussion dans ce cadre-là, sur pourquoi privilégier, en gros, l'organisation de la coopération autour de la compétence partagée culturelle, à un partage des compétences culturelles autour de binômes, par exemple, État-métropole, région-département, qu'on sent quand même bien poindre chez certains, comme une manière, on va dire, de rationaliser dans un moment où il n'y a plus les moyens, donc il faut choisir ce qu'on fait, et chacun va devoir choisir ce sur quoi il reste en matière d'action culturelle. C'était Sylvestre Roth du Conseil départemental des Côtes-d'Armor. Merci Sylvestre. Il y a une prise de parole là-bas. Arnaud de Hamelin. la Mayenne. Peut-être ce sera la dernière réaction sur cette séquence-là, puis on enchaînera sur la deuxième question pour redonner la parole ensuite. Arnaud. Donc Arnaud Hamelin, directeur de Mayenne Culture. Merci Anouchka, c'était juste pour te faire traverser la salle. Merci en tout cas pour ces journées qui ont été très riches. Merci à Culture Co, merci au département de la Manche. Moi je me disais quand même en écoutant aussi la réaction, et puis la réaction de Dominique aussi qui m'interpellait en me disant il faut qu'on justifie à chaque fois les budgets culture. On porte un livre blanc, on est entre nous acteurs culturels, on va porter une voix au niveau des bis entre nous acteurs culturels. À Avignon, on est entre nous acteurs culturels. À un moment donné, peut-être qu'il serait aussi intéressant, alors c'est mon côté naïf, plus je prends de l'âge, plus je deviens naïf, mais se dire, il serait peut-être bien de redonner du sens. C'est quoi la culture ? Quand on parle à un élu aux finances, lui, la culture, ça lui parle peut-être pas. Quand on est attaqué de toutes parts à l'Assemblée, par le côté droite, très à droite de l'Assemblée, rappeler ce qu'est le sens de la culture, mais ce qu'est aussi le sens des politiques sportives, jeunesse, enfin, je parle au niveau aussi de la région des Pays de la Loire, où en fait toutes ces politiques-là qui redonnent du sens et ce qui font sens dans la société, on les met de côté par un coup de trait de budget. Et c'est peut-être intéressant aussi dans un préalable de ce livre blanc de se redire, de réexpliquer aux gens qu'on ne croise pas tous les jours, de redire l'importance de la culture, et aussi pour ce que tu redisais, Catherine, en prenant les propos d'hier, sur son rôle dans la démocratie, et ramener aussi les gens à se parler, tout simplement. Merci Arnaud. Maintenant, peut-être que ce qu'on a pu traverser, il y a peut-être aussi quand même des sujets qui n'ont pas été suffisamment creusés, peut-être travaillés. J'aimerais vous entendre un peu, nous aimerions vous entendre un peu sur ces questions-là. Mireille, toi tu avais envie notamment d'évoquer le département comme animateur de son territoire. Oui, ça a été évoqué dans, je pense, presque la plupart des ateliers qui ont été menés, dans beaucoup d'interventions, et on en échange beaucoup sur ce rôle d'animateur particulier du département, et certainement que nous avons intérêt à tirer ce fil et à voir comment on peut le décliner. On a parlé de l'animation du territoire, des acteurs du territoire, autour des projets culturels de territoire, autour des contractualisations
décentralisation, sur notre capacité à mettre autour de la table des gens très divers, que ce soit des acteurs de terrain, culturels ou sociaux, ou socio-éducatifs, ou autres, des élus, des différents niveaux de collectivité, etc. Et donc d'animer cette réflexion pour le bien et l'évolution d'un territoire. Donc ça, c'est une réalité, je pense, et c'est vraiment quelque chose qu'on a peut-être à affirmer dans un débat sur l'étape suivante de la décentralisation culturelle, mais aussi d'animateurs des réseaux professionnels. On n'en a pas forcément beaucoup parlé, mais je pense que le département est le mieux placé pour aussi animer l'ensemble des réseaux d'acteurs du patrimoine, des réseaux d'acteurs du cinéma, des réseaux d'acteurs des enseignements artistiques, de l'EAC, etc. On est à un endroit où on peut faire rencontrer les gens, les faire échanger, identifier leurs besoins, trouver des réponses. Ça ne parle pas forcément d'argent, ça parle surtout de temps à y consacrer, d'apport en ingénierie, de partenariat, de coopération. Et c'est quelque chose qu'il faut certainement réaffirmer parce qu'il faut aussi sortir uniquement de ce prisme budgétaire parce que on est souvent coincé, on se retrouve dans une impasse. Or, on a des hommes, des femmes dans les conseils départementaux qui ont des compétences. Les conseils départementaux sont des grandes institutions où il y a beaucoup de métiers différents, de compétences différentes, et on a certainement une capacité à mettre aussi toute notre ingénierie, tout notre temps humain, qui est un temps important, au bénéfice des politiques sur les territoires. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on a intérêt à vraiment travailler, affirmer. Et un autre point qu'on n'a presque pas abordé sont les artistes. Évidemment, hein, ils sont présents derrière. Enfin, c'est le socle de tout ce dont on parle, puisque sans artistes, on n'a pas de politique culturelle. C'est la base. Mais néanmoins, en termes de questions de compétences et de là où on peut intervenir, on ne s'est pas posé cette question. Quel serait le rôle du département auprès des artistes? Et on a peut-être quelque chose à tirer sur un accompagnement des artistes dans leur carrière, dans la façon dont ils peuvent se retrouver aussi, les espaces où ils se retrouvent, dans la formation dans leur pratique artistique, souvent la possibilité de croiser des esthétiques, etc. Parce qu'ils sont seuls quand même les artistes, hein, et il n'y a pas tant de formation que ça sur leur propre pratique, l'évolution de leur métier, comment on intervient en termes de médiation. C'est pas si évident que ça d'intervenir dans un EHPAD, dans un collège. C'est pas donné à tout le monde. Et voilà, est-ce qu'on accompagne ces formations? Est-ce qu'on accompagne le parcours? On n'est pas en train de créer tout le temps quand on est artiste et se pose la question d'une fin de carrière, enfin d'une carrière un peu en descente par rapport aux critères habituels de la création, de la diffusion, etc. Est-ce qu'on travaille avec eux aussi là-dessus et de leur capacité aussi à apporter au territoire, aux habitants, à l'intérieur de nos politiques, leurs valeurs, de tout ce qu'ils auront aussi vécu, traversé. Et donc, ça se pose ces questions de formation, d'accompagnement. Et on a peut-être cette légitimité-là parce que, par exemple, on a la compétence insertion, donc on gère le RSA et on travaille sur les artistes au RSA. Et du coup, se posent toutes ces questions. Donc voilà, je pense que c'est peut-être un fil qu'on aurait intérêt à tirer. Merci Mireille. Peut-être Catherine, pour suivre dans ces points à travailler, notamment du côté des finances. Alors, avant de reparler finances, parce que je ne veux pas parler que de ça, peut-être juste venir compléter un peu ce que vient de dire Mireille. Dans nos schémas d'enseignement artistique et de pratiques en amateur, on encourage beaucoup les artistes, la création en territoire, le travail avec les habitants, le travail sur recréer des imaginaires communs. Et en fait, je pense qu'il va falloir qu'on creuse aussi les moyens que l'on apporte à ces professionnels qui vont travailler
travailler avec les amateurs, toute cette relation artistes et pratiques en amateur, puisque ça se croise de plus en plus. Et donc là, on a un peu une zone grise, voilà, au niveau des financements, comment on les aide. Et puis aussi, on les encourage beaucoup à travailler sur ce qu'on appelle nos publics cibles à l'échelle départementale. C'est pas très joli, mais on a des exemples, nous, dans la Manche, où il y a des interventions, en particulier dans le milieu assez fermé de la protection de l'enfance, etc. Et comment on vient aider, puisqu'en fait, c'est pour le moment presque des vœux pieux. Il faut aussi que ça puisse être financé derrière, et comment on les accompagne d'une manière générale. Un point sur les finances très rapide. On n'a pas assez creusé, à mon sens, 2 questions concernant la relation avec l'État. Toujours dans le cadre des transferts de compétences, c'est comment l'État transfère les compétences sans le financement qui va avec, ou en tout cas un financement minima et qui vient encore creuser la difficulté. Et puis j'ai perdu le fil de la deuxième partie de mon raisonnement. Bon, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, bon. Peut-être juste rebondir, et ça va faire le lien avec le 3e point, ce qu'a dit Dominique tout à l'heure, qui a évoqué vraiment la recherche, enfin le risque de perte de sens par rapport aux actions qui sont menées aujourd'hui. Moi, j'ai participé à l'atelier finance, et dans les scénarios catastrophes, le postulat de départ, c'était il n'y a plus de ligne budgétaire culture dans les départements. Elle est à 0. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, on pourrait aller encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus d'action ? Voilà, ça vous a été exposé ce matin, mais on peut aller encore plus loin. Qu'est-ce qui se passe si demain, il n'y a plus la collectivité conseil départemental ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de pouvoir creuser ça, parce que c'est en imaginant le pire que, voilà, en travaillant en creux, qu'on peut faire ressortir toute l'action, tout l'intérêt de l'action, de la proximité, de la perte de sens, etc., qui ont été évoqués pour les départements, et qui pourraient démontrer, je vais dire, l'impérieuse nécessité de ce que nous faisons, et du besoin de continuer à agir. C'est aussi un grand espoir avec la solution du local et du territoire. Je pense que c'est apparu un peu partout, en transversalité, dans les différents ateliers, mais aussi les intervenants de la plénière d'hier, où c'est là où on retrouve un intérêt commun qui a du sens sur des problématiques. On voit bien, moi j'ai noté, c'était les exemples qui ont été là où tout le monde se met ensemble, avec les associations, avec les habitants, avec les élus, les institutions, la question de l'eau, redécouvrir une rivière qui a été bouchée, ou en tout cas recouverte. La culture de l'olivier, et derrière toute la problématique de l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange, comment on fait pour bien manger, pour bien cultiver. Donc vraiment, c'est des choses qui font sens, c'est des choses concrètes, et donc le local, le territoire semble vraiment être la solution. D'autant plus que quand on parle de politique culturelle, et ça sera mon dernier mot, c'est qu'est-ce que c'est que la culture ? Ça a été évoqué. Qu'est-ce qui fait culture ? Et qu'on a trop tendance à prendre, en tout cas en France, la culture avec la définition de l'artistique, et pas du tout la définition anglo-saxonne, où en fait la culture, elle est dans tout fait culture. Et donc dans nos politiques culturelles, qu'on ne devrait même pas appeler culturelles, elles croisent tout. Mireille l'a évoqué un petit peu, elles croisent les publics cibles, les solidarités, l'intérêt sur le territoire, les dimensions environnementales, etc. Donc en fait, tout ça, ce sont des pistes à creuser, et qui, à mon avis, sont aussi porteuses de lumière et d'espoir. Claudie, de ton côté, les éléments à creuser encore. Les éléments à creuser. Faut pas creuser le déficit toujours, mais trouver des solutions. Quand vous rencontrez dans nos responsabilités les uns et les autres, sur les marchés ou ailleurs, ou dans des événements culturels, les citoyens et les citoyennes, et on discute. Et souvent, ce qui revient comme formulation, mais que fait l'État ? Ça va mal dans la santé, que fait l'État ? Ça va mal dans la discussion, que fait l'État ?
personne ne dit que fait la commune, ou que fait le département, ou que fait la région. Et vous voyez que, d'abord, l'État, nous sommes, nous aussi, l'État. Portons une parole publique, nous portons des politiques publiques, etc. Mais il y a quand même une grande discussion et un vrai problème entre les administrations centrales de l'État et les administrations locales. Et c'est là qu'il y a une difficulté et qu'il faudra certainement tenter d'apporter des solutions. Il y en a eu dans les années 80 avec la loi de décentralisation. Il y en a eu en 2004 avec les lois Raffarin également, qui ont été extrêmement importantes sur notamment le rôle des collectivités territoriales. Et les sondages d'opinion, les études telles qu'on les a entendues hier, montrent que quelque part, il y a une confiance, la plus importante, elle est accordée aux collectivités locales. Alors, Blanche Déridon a rappelé le maire, qui est à plus de 60%, mais moi j'ai regardé très précisément leurs travaux. Viennent en numéro 2 le conseil départemental et le conseil régional, qui sont aussi à plus de 50% d'opinion favorable, par rapport notamment à l'État qui est à moins de 20% dans, quelque part, les opinions favorables de nos concitoyens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand je parlais d'audace tout à l'heure, je pense qu'il y a, et on le verra, parce que le calendrier politique, je l'espère, portera à des débats, puisque là, élection municipale et intercommunale l'année prochaine, l'année d'après présidentielle législative, puis viendront les élections départementales et régionales. Vous voyez, ces 3 années, c'est une temporalité qui nous permet de parler de cette question de la démocratie territoriale, du rapport des collectivités de leur administration aux administrations centrales et à l'État, et d'envisager quelque part de nouveau une grande loi et qu'on reparle de cette question des compétences partagées. Et dans ce domaine-là, je pense que le département, le conseil départemental, a entre autres des choses à dire et à proposer, et je pense qu'il faut s'y préparer. Quand même, cette réforme de la fiscalité locale, de la suppression de la taxe d'habitation, c'est pas ça la question. C'est qu'on a mis à mal le consentement à l'impôt issu de la Révolution française. Alors, je sais que depuis 1789-1790, la France a évolué, a beaucoup changé, etc. Mais ce rapport qui, par l'impôt local, il est extrêmement important quand on est en charge de collectivités territoriales. Moi, j'ai connu, ça a été rappelé par le financier hier, quand on avait les cas vieilles, je peux vous dire que c'était un élément déterminant dans l'action des politiques publiques départementales. Et si on ne remet pas en débat, il faut le mettre en débat avec nos concitoyens. C'est sûr que quand vous dites à quelqu'un, voulez-vous payer des impôts, plus d'impôts, ils vont vous dire non. Hein? Mais si on place le débat sur cette notion de démocratie, de consentement à l'impôt, je pense qu'on peut avoir vraiment une véritable pédagogie qui puisse convaincre l'ensemble de nos concitoyens sur ce sujet. Car vous regardez les niveaux territoriaux, puisque seuls sont inscrits dans la Constitution la commune, le département et la région. Aujourd'hui, des trois, c'est la seule qui n'a plus prise sur le consentement à l'impôt et l'impôt local, et qui nous met quelque part aussi en grande difficulté. Donc, nous, vous me direz, Culturco, c'est pas nous qui avons peut-être vocation, mais par le biais de la culture, je pense qu'on a un certain nombre d'idées à apporter sur le sujet. Et quand je parlais d'audace tout à l'heure, il faut qu'on s'autorise aussi à faire des propositions. Je vois notre ami Kaufmann qui est dans la salle, hein, avec Département de France. Eh bien, je pense qu'il y a des choses à dire, à construire sur le sujet. Et je pense que cette temporalité, elle est importante. Et comme le Premier ministre a dit nouvelle loi de décentralisation, ben on lui dit chiche, mais pas s'arrêter simplement aux compétences. C'est d'aller plus loin. Alors je reconnais qu'il faut aussi apporter des réponses aux départements sur le quotidien,
Parce que ce qui met les départements en difficulté, c'est incontestablement qu'on n'a pas de prise sur les allocations. Hein, on le sait bien les uns les autres, et c'est ce qui met là aussi les départements en grande difficulté. Donc je crois qu'il faut quand même revoir tout cela, et effectivement la question des politiques culturelles, politiques partagées, etc., elle doit être en débat dans tout ça. Donc profitons notamment, il faut aussi remobiliser toutes les associations d'élus, pas simplement département de France, régions, villes, etc., pour qu'on essaie de faire bloc commun. Et d'ailleurs, j'espère qu'on se retrouvera au BIS de Nantes sur la question culturelle pour avoir quelque part une expression collective, commune, dans une région qui n'a pas été un exemple. Hein, il faut dire les choses telles qu'elles sont sur les politiques publiques. Et je ne parle pas de ce qui pourrait advenir par certaines, quelque part, certains partis qui portent notamment des propositions dans le domaine de la culture. Il faut les lire, hein. C'est quand même assez affligeant, et on n'a pas évoqué le sujet aussi quelque part de la privatisation d'un certain nombre de politiques culturelles. Aujourd'hui, il y a des festivals qui sont pris en main par des grands groupes financiers qui demandent d'ailleurs d'échanger de thèmes, hein, pour porter quelque part une philosophie qui est loin d'être la nôtre. Hein. Donc on est dans des situations, donc c'est pour ça que ayons de l'audace, changeons de registre. Et je pense que ça peut apparaître un peu prétentieux ce que je dis, mais on est un acteur parmi d'autres. Hein, et je pense qu'on peut avoir des choses à porter. Merci à vous trois. Donc, on était sur finalement soit les angles morts, soit les points sur lesquels il faudrait finalement insister pour la suite. Donc Mireille nous parle du département animateur de son territoire et des réseaux, nous parle de la relation aux artistes, Catherine nous parle des compétences transférées par l'État non compensées, et finalement qu'est-ce qui se passe si le département disparaît, et puis Claudie vient nous parler profondément de démocratie, du rapport des Français finalement à ces collectivités de proximité que nous représentons, parmi d'autres, et de la participation aussi des habitants à ces enjeux. Et je me tourne vers vous du coup pour vous passer la parole. Quels sont pour vous, chacun d'entre vous, peut-être les angles morts qu'on n'aurait pas traités depuis 2 jours, et ou sinon le point sur lequel pour vous il faudrait particulièrement insister pour notre manifeste pour la suite. Merci Cédric. Hervé Bizoy, directeur des affaires culturelles du département de Seine-et-Marne. Moi, je voudrais non pas en ajouter dans les angles morts, mais peut-être rebondir sur l'intervention de Catherine et sur celle de Mireille. Sur l'intervention de Catherine, pour dire qu'en Seine-et-Marne, nous venons d'engager une démarche de concertation avec le Lucas sur précisément la transversalité dans nos politiques publiques. Alors, il se trouve que c'est la culture qui a initié cette démarche, mais on voit bien que le dialogue entre les différents porteurs au sein de la collectivité de pans de politique publique est très vertueux et permet vraiment de travailler la question de l'intersectorialité. C'est évidemment très important sur le lien entre culture et solidarité, mais on voit qu'on peut tisser aussi des liens avec les politiques environnementales, sportives, éducatives évidemment. On travaille même avec les routes, c'est pour vous dire si on va loin dans cette démarche, et on est ravis de retrouver le Lucas qui nous avait déjà accompagnés sur la révision de notre schéma des enseignements artistiques. Et puis Mireille, tu insistes sur le rôle du département, la capacité du département, fort de cette connaissance des territoires, de l'ensemble des acteurs sur les territoires, à animer des réseaux, à mettre des acteurs en mouvement à une échelle où évidemment ça a du sens, parce qu'on peut véritablement dialoguer, travailler, construire ensemble. Donc ça, c'est vraiment pour moi une spécificité du territoire départemental, avec cette responsabilité d'aménageur du territoire que nous devons absolument porter et défendre.
Et le hasard a fait que hier, je me tourne vers notre ami Arnaud, on a travaillé dans l'atelier compétences à partir d'un texte, d'un écrit de l'Observatoire des politiques culturelles qui mettait en avant le binôme région-département. Je pense que si on ne veut pas s'échapper à Nantes sur le sujet, tuons dans l'œuf avant le 20 janvier cette idée qui n'a aucun sens et travaillons véritablement avec nos partenaires des intercommunalités sur le binôme département, intercommunalité, département, bloc local, pour ne pas voir l'échelon intercommunal comme représenté par les seules intercommunalités, évidemment, avec tous les partenariats qu'on peut avoir également avec les communes. Mais voilà, travaillons vraiment sur ce binôme qui, pour nous, est vraiment le binôme vertueux dans lequel nous pouvons défendre le rôle des départements. Merci Hervé Bizoy. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, prises de parole sur ces sujets à défendre impérativement ou alors ce qu'on n'aurait pas abordé depuis? Oui, très rapidement, oui, je pense, j'insiste un peu là-dessus, mais je pense que, comme on a parlé des futures élections qui sont un peu aussi angoissantes, moi je suis plus pessimiste de ce côté-là, j'ai tendance à être optimiste sur le reste, mais je pense qu'un sujet, je ne sais pas s'il a été abordé, mais, ou alors peut-être peu, c'est le sujet de la mobilité, parce que je pense que le aller vers soi, actuellement, la mobilité est presque culpabilisée. Quand on se déplace pour des raisons écologiques, il y a vraiment un questionnement bien souvent qui arrive et c'est un frein en tout cas pour aller à la fois, je pense, autant que le public, si on parle en termes de public, se déplace ou aller vers le public. Et la question, elle se pose dans les deux sens et je pense que c'est un sujet absolument fondamental pour la suite. Et juste, je veux rebondir et puis je me permets de poser une question qui est difficile. Juste de se dire, effectivement, je suis absolument d'accord avec Madame Pinault sur la place à avoir auprès des réseaux ou pour les réseaux. Juste rappeler que les réseaux, ils existent, enfin ils ont besoin de soutien, notamment financier pour exister, c'est sûr, il y a des soutiens. Parce que sans humains, les réseaux n'existent pas. Il y a eu des essais, c'est impossible à porter. Donc ça, c'est une chose. Et puis aussi de se dire que les réseaux, plutôt informels, ont besoin, sollicitent beaucoup des lieux pour pouvoir faire des choses ensemble et que dans un territoire comme le nôtre, où il y a beaucoup de lieux, c'est aussi une autre étude avec d'autres chiffres, inoccupés, pour autant, c'est impossible d'avoir accès à ces lieux, donc ça c'est une difficulté. Et sur l'accompagnement des artistes, sur notre secteur, à nous, c'est un peu particulier parce que sur la musique actuelle, il n'y a pas vraiment de fléchage, puisque depuis son expérimentation via le contrat de filière, actuellement la structuration elle passe par le contrat de filière, qui est une expérimentation, ça fait presque 10 ans, ça reste une expérimentation, parce que il y a une grande précarité, en tout cas dans la musique actuelle, sur la structuration, et c'est forcément un élément fondamental pour l'accompagnement des artistes. Donc, encore, je dirais que le contrat de filière est plutôt questionné, remis en cause, alors que justement, les choses qui existent, elles existent malheureusement que par ce biais actuellement. Et juste pour finir pour ma question, effectivement, je suis tout à fait conscient, comme vous tous, des difficultés de transfert de l'État. La question est difficile, mais comment changer les mécanismes actuellement qui posent vraiment des questions en termes de démocratie. Donc effectivement, on pose le sujet, les difficultés par rapport à ces transferts subis, mais comment, en tout cas, proposer des modifications de fonctionnement, quoi. Question difficile. Prise de parole, Pauline Kaufmann, je crois, tout là-bas. Peut-être évoquer par rapport à ce que vient de dire Isia. Ah, pardon. Allez-y. Oui, on reviendra effectivement sur l'utilisation de lieux, mais effectivement, il y a des réflexions pour ouvrir davantage nos lieux, notamment les collèges, des lieux qui sont fermés pendant des grandes périodes. Mais c'est pas que simplement ces lieux-là, il y en a plein d'autres. Donc effectivement, là, il y a un vrai chantier et on commence à le conduire, mais il est encore à travailler. Paul-Étienne Kaufmann, je crois que tu souhaitais intervenir. Merci beaucoup. Peut-être pas
directement justement sur les problématiques, mais peut-être quelques éléments de réponse globaux à tout ce que vous avez pu dire et aux questionnements qui ont été posés. Au niveau de Département de France, déjà le dialogue et le travail avec Culture Co est extrêmement appréciable et je tiens à tous vous remercier ainsi que Culture Co, parce qu'on ne peut pas se passer justement de cette capacité que vous avez réussi à mettre en œuvre pendant 3 jours, c'est-à-dire de construction, de co-construction, de dialogue technique autour de ces sujets. Vous le savez, aujourd'hui, au niveau des présidents de département, il y a 2 grands enjeux. Le premier, c'est celui des finances, on en a largement parlé. Le deuxième, c'est celui du social et de la compensation de ces différentes compétences. Je vais essayer de reprendre quelques points dans ce que j'ai pu entendre. D'une part, sur la mobilité, c'est un sujet qui est majeur, c'est un sujet qui est central. C'est un sujet sur lequel aujourd'hui, nous sommes tributaires de l'histoire. Les départements traitent 380 000 km de routes départementales, mais la taxe sur les cartes grises revient à la région. C'est le genre d'imbécilité que nous n'arrivons toujours pas à comprendre. Et il y a beaucoup de choses dans ce sens-là sur lesquelles nous essayons de travailler avec le gouvernement. Aujourd'hui, le débat n'est plus sur le fait, comme vous l'avez dit Catherine, sur le fait de savoir si on va être compensé ou pas, de quelle manière on va être compensé. Aujourd'hui, toute l'attention de Département de France envers le gouvernement est portée sur le fait de retrouver un levier fiscal. C'est un levier fiscal qu'il nous faut. C'est un pouvoir de taux, c'est un pouvoir d'assiette, c'est retrouver une capacité de s'autofinancer. Enfin, pas complètement, mais en tout cas de pouvoir retrouver une petite liberté sur ce sujet. On a tenu les assises de Département de France il y a 15 jours à Albi, et ça a été pour moi un combat, puisqu'il n'y avait pas de table ronde sur la culture, ni sur le sport, ni sur le tourisme, ni sur toutes ces compétences. Donc j'ai essayé de faire valoir le fait que faire les assises en totalité sur les financements et sur le social, il y avait une logique puisque c'est 80% de nos dépenses, parce que le gouvernement était là pour ça, mais qu'il fallait donner une note d'espoir. La compétence culture, tout comme les autres compétences partagées, c'est ce qui fait l'espoir d'une collectivité. Et je m'adresse à tous les élus ici. Si on retire du département la compétence culture, la compétence sport ou la compétence tourisme attractivité, à quoi cela sert-il d'être conseiller départemental ? Strictement à rien, si ce n'est à être agent de l'État et à faire du versement de subventions. C'est un combat donc qui est mené actuellement au sein des départements. C'est beaucoup de pédagogie à l'attention des présidents de département, des vice-présidents de département. Et très sincèrement, il faut voir d'où on part. Il y a encore quelques années, on nous disait le département va être supprimé. C'était une volonté du président Hollande qui avait été très clairement établie. Il y avait un plan prévu de suppression du département. Aujourd'hui, aucun interlocuteur que nous avons au niveau du gouvernement, au niveau des sénateurs ou des députés, n'envisage une seconde la suppression du département. La suppression d'un niveau de collectivité, et notamment départementale, aujourd'hui n'est plus du tout à l'ordre du jour. Simplement, dans les faits, on arrive au point de bascule, ça a été largement rappelé, on n'a plus les moyens de nos ambitions, on n'a plus les moyens de continuer. Donc, c'est la discussion qu'on a eue il y a 10 jours avec Sébastien Lecornu, lui-même ancien président de département, tout comme l'était Bayrou, tout comme l'était Barnier. On lui a dit, écoute, c'est extrêmement simple, c'est ce que lui a dit le président Sauvadet. Si on est tous d'accord sur le fait qu'il ne faut pas supprimer le département et que nous sommes indispensables, il nous faut, dans un temps extrêmement court, nous redonner ce levier fiscal. Le Premier ministre, sachez-le, s'y est engagé sans prendre la parole en public devant les journalistes, etc., mais on va dire en poignée de main, d'homme à homme, entre le président Sauvadet et lui-même. Le Premier ministre a dit qu'il allait tout mettre en œuvre pour essayer de nous redonner un peu de capacité financière et fiscale. Donc voilà, moi le message que je veux porter, c'est peut-être avant tout un message d'espoir. On se bat, on espère pouvoir y arriver, on va continuer, on n'est pas dans une période simple, vous le savez, on est en plein vote de budget, on a les élections municipales à venir, on a les élections présidentielles à venir, bref. Et peut-être un dernier point juste avant c'était un peu un melting pot, faut pas m'en vouloir, mais ça a été très riche. Peut-être un dernier point sur nos relations avec les régions. Elles sont pas simples, sachez-le. Et je pense que vous le savez, au niveau local, les régions ont cet énorme avantage d'être toujours assez proches des DRAC, pour la simple et bonne raison organisationnelle du fait que les DRAC, c'est bien les directions régionales des affaires culturelles. J'en discutais ce matin avec Dominique, qui a la chance, elle, de bien s'entendre avec sa DRAC. C'est loin d'être le cas partout en France, et j'ai énormément de remontées de difficultés particulières. Les régions ont mené tambour battant 1 ou 2 attaques j'appelle ça attaque, faut pas m'en vouloir, en tout cas
un ou deux projets visant à montrer à quel point elles étaient indispensables et très importantes dans les processus de la culture, ce que je ne nie pas. Je dis simplement que le couple bloc communal département, ça fait 250 ans qu'on travaille ensemble, ça se passe bien, les maires ruraux, les maires de grandes communes et les conseillers départementaux se connaissent, s'entendent bien, mettent en place des projets ensemble. Et donc, je pense effectivement qu'il faut qu'on arrive à trouver une position commune à toutes les collectivités territoriales avant les BIS de Nantes. Je ne suis pas persuadé qu'on arrive à mettre dans la boucle les régions de France qui sont sur une position parfois très éloignée de celle des départements. Voilà. Et on pourra continuer à en parler autant que vous voulez après. Merci Paul-Étienne. Est-ce que ça appelle une réaction chez vous? Mais non, pas du tout. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, réactions? Bonjour, Marie-Cécile, association Musique Expérience à Ducé-les-Chéris dans le Sud-Manche. D'abord, merci pour l'invitation. Et moi, ce que je voulais dire, questionner, parce que j'ai pas pu entendre forcément depuis hier tout ce qui s'est dit, mais est-ce que le sujet des conventionnements pluriannuels ou des choses comme ça ont été abordés pour pouvoir faire des économies et pour peut-être les institutions et pour nous, acteurs sur le terrain qui sont vraiment très chronophages et qui nous empêchent peut-être de développer encore plus nos projets sur le terrain, et aussi pour continuer à développer voilà, l'accès à la culture pour tous. Alors sur l'association d'où je parle, il y a déjà des croisements avec le social, avec la solidarité, avec l'artistique, avec la formation, avec l'enfance, avec la jeunesse. Et c'est vrai qu'on reste des petites équipes, hein, et on prend beaucoup de temps sur tout ce qui est demande de sub, bilan, etc. Donc est-ce que le sujet d'alléger ce genre de choses, puisqu'on fait des demandes aux communes, aux communes d'agglo, au département, à la région, à la DRAC, on répond à des appels à projets. Enfin, c'est beaucoup d'heures de travail pour réaliser des projets qui ont vraiment du sens, ça c'est sûr, sur le terrain, mais on pourrait faire mieux, voire plus, et pour les artistes et pour les habitants. Alors oui, le sujet a été traité, mais peut-être cela vous a-t-il échappé. Peut-être que Lancelot, si tu veux bien, peut-être en une minute, faire un petit digest de ce que tu nous as dit tout à l'heure par rapport à ça. On te passe le micro. Merci beaucoup. Oui, alors il y a eu donc plusieurs tables rondes, et notamment une où le matériel de départ, c'était un petit peu le travail qu'a traversé Culture Co pendant 2 ans et qui reprenait tout ça, c'est-à-dire la place de l'appel à projet, le rôle de la CPO et cette un peu addition d'outils qui ne permet pas d'avoir un projet cohérent, mêlé, croisé et construit de façon pluriannuelle, mais qui nous oblige à avoir des projets distincts qui parfois ne sont pas correctement articulés, qui ne sont pas forcément dans des temporalités qui sont celles de nos partenaires, des compagnies, etc. Tout ce lien-là, ça fait partie des choses qu'on a interrogées pendant la table ronde qu'on avait, donc nous, là, sur les financements publics, pour ensuite essayer de construire une vision un peu utopique de ce que pourraient être les choses, mais qui part bien dans cette idée-là. Enfin, en plus, tous les projets un peu utopiques partaient dans cette idée-là de la pluriannualité et de cette idée de mettre tous les financeurs publics, de mettre tous ces enjeux des politiques publiques croisées au centre. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a eu un peu une résonance avec d'autres tables rondes sur la compétence partagée, hein, qui n'est pas une compétence facultative, de vraiment cette idée-là de comment on trouve aussi le commun des différentes échelles de territoire, des différentes collectivités, des différents acteurs pour construire plutôt que administrer. Et dans le même ordre d'idée, la question des appels à projets, bien sûr, a été évoquée. Tout ça est bien chronophage et avec vraiment un souhait de travailler beaucoup plus sur un soutien au fonctionnement des structures. Marie qui souhaitait intervenir. Bonjour. Marie Plaintel, je suis médiatrice pour un programme de commande citoyenne qui s'appelle l'Action Nouveau Commanditaire. Oui, merci pour l'invitation. C'est vraiment très riche de pouvoir entendre tous ces débats, y participer, mieux comprendre aussi tous les enjeux qui sont les vôtres et voilà l'énergie que vous avez à les prendre en main, à les décrypter et à rejouer tous les défis qui s'ouvrent à nous aujourd'hui. C'était vraiment passionnant.
c'est vrai que le terme d'audace, je trouve qu'il est important parce que ce que je sens, nous, dans notre milieu, c'est que, voilà, face à cette complexité, il y a une forme d'autocensure et des fois qui empêche de réinventer des modalités de faire. Et donc voilà, je trouve que c'est assez juste de conclure là-dessus. Et je voudrais réagir à chaud. Alors désolé si c'est un petit peu polémique, mais à ce que je viens d'entendre ici à ma droite, et aussi à quelques petits hiatus que j'ai eus pendant les interventions, qui étaient toutes très riches et excellentes. Mais j'ai entendu par exemple hier matin qu'il y avait eu des formes de démocratie sans culture. Et alors, voilà, ça me semble totalement incongru, puisque la démocratie est une forme de culture. La manière dont on souhaite faire ensemble la solidarité, c'est une culture. Si on n'arrive pas à saisir ça, on ne saisit plus pourquoi on fait les choses, et effectivement le sens de nos institutions. Et alors, est-ce que c'est ça qui conduit à dire que si on enlève la culture du département, ça fait plus sens d'être conseiller? Voilà, ça m'interroge beaucoup d'entendre ça, mais peut-être voilà, on pourra en débattre après. Et ça me fait aussi me demander, est-ce que voilà, on a entendu peut-être que des fois il y avait les attentes des citoyens étaient énormes, mais peut-être étaient trop importantes par rapport aux politiques, qu'on en attend trop du politique, et peut-être qu'aujourd'hui aussi on en attend trop des artistes finalement, de l'art. On ne peut pas demander à l'art de retrouver le sens de la société. Enfin, en tout cas, on ne peut pas demander à l'art d'être cette petite étincelle de sens et d'espoir. L'espoir, il est à retrouver dans le sens qu'on donne à toutes nos actions communes, dans l'éducation. On l'a entendu dans les tables rondes hier matin. Pourquoi on s'implique dans l'éducation? Quelles valeurs on veut y transmettre, dans la solidarité, etc. Alors voilà, c'est un peu bizarre d'être acteur culturel et de dire qu'on voudrait quand même qu'il y ait du sens dans un département qui ne soutiendrait plus la culture. Mais en tout cas, voilà, pour aussi redire que voilà, dans chacune de nos actions, et pas simplement à l'endroit de l'artistique et du culturel, ce sens, il est à trouver, et se faire ensemble. Je pense que c'est important de ne pas le déléguer uniquement aux artistes, cette question du lien. Voilà, puisque elle peut être menée à tous nos endroits, et voilà, à tous les endroits aussi des services des départements. Merci Marie, pour effectivement penser à garder, à conserver ce qui est très précieux, la relation. Justement, peut-être très rapidement, tous les trois, qu'est-ce que vous avez gardé justement de précieux pendant ce temps, dans toute cette période qu'on a traversée? Voilà. Quelles sont les images, les mots qui vous viennent à l'esprit? Mireille. On reste dans l'ordre. On garde l'ordre. Ouais, je sais pas. Bon, allez. Un souffle, un espace de respiration. C'est ça ce qui va me rester, ce qui me touche peut-être le plus. C'est ces temps d'échange à un moment particulier où en fait on ne nous parle de nos missions, de nos politiques que dans le cadre d'une équation financière, budgétaire, qui a tendance à nous appuyer sur les épaules, à nous mettre à la tête sous l'eau. Pouvoir venir dans ces moments, se retrouver, échanger, écouter des gens qui sont des chercheurs et qui vont apporter un autre regard, qui vont apporter un regard sur ce que l'on fait, sur la société, et nous redire en quoi ce pourquoi nous nous battons et nous œuvrons chaque jour a du sens. Ça fait du bien. Du souffle. Merci Mireille. Catherine? Alors moi, je vais prendre un petit peu de hauteur. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Et peut-être aussi une dimension un peu poétique, parce que la poésie, on n'en parle pas beaucoup, mais ça fait du bien. Oui, je l'ai rencontrée. Hier, il y a une intervenante qui a utilisé une image
que j'ai trouvée très très jolie. C'est l'image du vol des oiseaux et en particulier des oies sauvages qui volent en V. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et où elle disait que ce sont en fait ceux qui sont à la périphérie donc du vol qui guident le mouvement. Parce que ceux qui sont au cœur du mouvement, ils sont protégés et que ceux qui sont sur les bords, à la périphérie, c'est eux qui subissent les fluctuations et qui doivent s'adapter et donner le mouvement d'adaptation à l'ensemble. Voilà, donc je trouvais que c'était très joli et je pense qu'on peut reprendre ça pour nous. Chacun l'interprétera comme il voudra. Merci Catherine. Claudie, et puis peut-être un petit mot de conclusion. Merci. Commencer par une anecdote. C'est lié à mon âge, hein, quand on vieillit comme ça, une anecdote. Mais avec l'ADF, il y a de cela quelques années, on se retrouvait à Avignon. C'était un rituel. Et on avait fait un travail sur un manifeste pour la culture dans les territoires. Et il y avait là toutes les associations qui représentent les collectivités territoriales. Départements, régions, communes, les intercommunalités, l'association des villes minières. Enfin, on était une quinzaine. Et nous avions décidé d'avoir un forum. C'était dans un hôtel d'Avignon où il y a un parc qui est assez connu d'ailleurs. Et on avait placé des gradins et on avait décidé de rencontrer un public. Et il y avait 700 personnes qui étaient passées pour discuter avec nous de culture. Question du sens. Et d'ailleurs, c'est allé beaucoup plus loin puisque à un moment donné, dans le programme officiel du festival, ce moment-là était inscrit dans le calendrier du festival. Vous imaginez ? C'était Hortense et de son complice Vincent qui avait permis qu'on puisse avoir, nous, les collectivités, etc. Et avant cet événement, petit point de presse avec nos amis du Syndéac, les artistes, etc. J'ai participé, vous savez, à Avignon, il y a souvent des manifs organisés par la CGT, etc. Nous y étions, bien entendu, pour défendre la culture. Et 2 ou 3 journalistes étaient là, et notamment des spécialistes de la culture. Et elle se retourne devant l'artiste et elle dit mais pour le financement de vos actions, de votre création, etc., vous croyez que ce serait pas mal d'avoir un seul guichet ? C'est-à-dire, plutôt que d'aller vous adresser à la commune, au département, etc., hein, il y aurait un qui dirait j'ai un projet, voilà, c'est oui ou c'est non. Et l'artiste, il a dit « Oh, surtout pas. Oh, surtout pas. Parce que s'il y en a un qui commence à faire défaut, je sais qu'il y a les autres. » Donc, vous voyez, ça montre bien que face à cette complexité, sur le financement de la création et de la diffusion artistique, je pense que beaucoup d'artistes sont soucieux, justement, d'avoir ce rapport avec le monde des collectivités territoriales. Et certes, bien entendu, en faisant des efforts à mieux s'organiser, c'est incontestable. Et pour terminer, moi, je voudrais dire à Catherine et à Laurence, qui ont été des chevilles ouvrières avec toute votre équipe, hein, bien entendu, tous les gens qui ont participé pour ce forum, quand nous avons décidé de dire où allons-nous la prochaine fois, hein, et vous avez été sollicités, et puis d'emblée, avec le président Jean Morin, il y a eu un accord pour que ça se passe ici. Et je pense que nous nous souviendrons beaucoup de ce forum dans la Manche. Et véritablement, c'était extrêmement bien organisé avec nos équipes. Merci Cédric, hein, Clara, Anouchka, tous ceux qui t'entourent, etc. Les membres du conseil d'administration qui sont très présents. Et je pense que c'est une belle organisation, bien organisée. On a beaucoup discuté, débattu. Et tout cela, c'est grâce aussi à cet environnement qui a été créé, hein, et qui nous a permis aussi, j'ai parlé tout à l'heure d'audace, mais j'ai senti aussi que nous avions dans l'approche des discussions, des problèmes auxquels nous étions confrontés, beaucoup d'humanisme, beaucoup d'humanité. Je crois que c'est extrêmement important. Il y a quelqu'un d'ailleurs dans la table ronde qui a dit on ne parle plus assez de la fraternité.
hein. Et je crois que c'est ça aussi toutes les politiques culturelles que l'on peut conduire. Donc, merci beaucoup à vous deux, merci beaucoup à de vos équipes, merci au président, merci à celles et ceux qui nous font confiance et qui sont venus participer à nos travaux. Et je vous invite, et là, il faut qu'il y ait une mobilisation extrêmement importante. Certes, c'est le BIS de Nantes, hein, mais c'est le moment à Nantes de se retrouver en début d'année, avant le vote des budgets, etc., hein, que ce soit les associations, les collectivités, mais il faut vraiment que tout ce qui fait réseau territorial et national pour la culture, pour la défense des biens culturels, des biens communs, etc., c'est important qu'on se retrouve là-bas pour justement écrire une page extrêmement importante. Je ne vais pas revenir sur la conjoncture, les temps, etc., mais c'est déterminant. Et puis nous aurons, nous, Culture-Co, d'autres forums, peut-être des rencontres nationales de la culture, comme nous en faisions dans le passé, pour qu'on puisse se retrouver. On a besoin de ça, hein. Il y a le travail que vous faites dans vos départements, dans vos territoires, mais il faut qu'on se retrouve, parce que les départements, c'est une grande diversité. Il y a les départements métropolitains, il y a les départements plus ruraux, il y a les départements équilibrés, les bords de mer, les montagnes, etc. On représente toute cette diversité et on a besoin de ces moments de respiration. Pas avoir que des visioconférences, hein, qui se sont installées dans nos vies aujourd'hui, mais il faut qu'on se voit, il faut qu'on se touche, il faut qu'on boit un coup ensemble, il faut qu'on mange ensemble, il faut qu'on discute avec de la passion, de la détermination, c'est important. Donc, merci pour ce forum et puis bon retour dans vos territoires. Merci Claudie pour ces bons mots. Moi, je voulais remercier bien sûr tous les participants parce que voilà, venir sur un forum comme ça demande de l'organisation, un effort, convaincre les collectivités aussi de justifier ce déplacement. C'est pas toujours évident. Remercier toute l'équipe de Culture-Co, voilà, voilà, ça s'est très très bien passé avec l'ensemble de la direction de la culture que je remercie aussi de leur présence, de leur efficacité. Laurence, Cédric, voilà, ça s'est très très bien passé. C'était aussi en transversalité, puisque la direction de la communication a participé, l'agence d'attractivité Attitude Manche, et je dois même en oublier. Enfin voilà, donc ça s'est passé en transversalité dans le département de la Manche. Et je voudrais faire un remerciement appuyé aux artistes qui nous ont accompagnés. Il y en a certains dans la salle. Il y a Victor, il y a Tilda. Je ne sais pas s'il y a Nicolas Cloche n'est pas là, mais enfin bon, tous ceux qui ont Philippe Baronnet. Enfin voilà, je vais en oublier en les citant. Je pense que votre participation, votre implication a aussi donné voilà, une petite note. Je parlais de poésie tout à l'heure, mais en tout cas une note de douceur. Voilà, on a assisté à des manifestations très différentes. Je pense que les participants ont été touchés, certains d'entre eux m'en ont parlé, sur les approches que vous aviez, voilà, pour nous faire pénétrer dans vos univers. Donc un grand merci à vous aussi qui avez contribué à la réussite de ces journées. Et puis en plus, on a eu la météo avec nous, donc là, c'était parfait. Merci à tous.